Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce second webinaire The Marketing Group. Je suis Romain Labat, associé et consultant senior à TMTG, notre société spécialisée dans la réalisation d'études marketing au niveau international pour l'industrie de la santé. Donc aujourd'hui, je vais présenter pendant les 20-25 prochaines minutes les principales méthodologies d'études marketing que nous pouvons mettre en place pour la réalisation d'une étude marketing, et pas seulement pour l'industrie de la santé, mais d'une manière globale, lorsque l'on réalise de la recherche marketing. Pour rappel, nous avons décidé de réaliser une série de webinaires consacrés à l'étude et à la recherche marketing afin de répondre à la question centrale, mais comment les études marketing peuvent-elles vraiment m'aider à vendre mon produit? Donc nous avons discuté dans une session précédente à quoi servent les études marketing, et aujourd'hui je centrerai mon propos sur les différentes méthodologies qui peuvent exister. Dans les deux sessions suivantes, nous verrons la mise en pratique opérationnelle d'une étude, notamment à travers un exemple de vraie étude marketing que je vous présenterai. Mais aujourd'hui, excusez-moi, je vais m'intéresser à présenter et à définir les différentes méthodologies d'études marketing qui se divisent en deux grandes familles, les méthodologies d'études qualitatives et les méthodos quantitatives. Nous verrons à quel type de questions ces différentes méthodes répondent et en quoi elles sont complémentaires, en particulier par le niveau d'information qu'elles vont apporter. Donc pour débuter, un petit rappel de la session précédente. Le marketing, c'est identifier les besoins du client pour développer et commercialiser le bon produit ou le bon service qui répondra à la demande exprimée, c'est-à-dire, en synthèse, de passer de l'expression d'un besoin à la réponse à une demande, en premièrement orientant le développement de produit vers ce que le client veut, que ce soit répondre à un besoin non satisfait ou améliorer la réponse à un besoin existant, et deuxièmement, en définissant les aspects stratégiques et opérationnels de la commercialisation de ce produit, c'est-à-dire vendre le bon produit à la bonne personne, au bon moment, de la bonne manière et évidemment au bon prix. Donc pour réaliser ces études marketing et étudier votre clientèle, on dispose de deux types d'informations. Les données secondaires, on parle de market intelligence, qui sont tous les documents, bases de données, écrits, audio, vidéo, qui peuvent exister et qui sont accessibles, que ce soit gratuitement ou pas. Ces données, elles sont en général existantes, et l'outil de base pour trouver ces informations, c'est une connexion Internet avec un moteur de recherche adéquat. Alors évidemment, Google en fait partie, mais reste limité aux informations qui sont référencées. Lorsque l'on étudie un marché au jour le jour, il vaut mieux utiliser d'autres sources que Google pour être capable de capter de l'information nouvelle. Ça va être les newsletters, les bilans d'entreprise, pourquoi pas Twitter, et évidemment des moteurs de recherche spécialisés, comme ceux consacrés aux études cliniques, aux brevets ou alors le PMSI, lorsque l'on s'intéresse évidemment à l'industrie de la santé. L'autre type d'information, ce sont les données primaires, que l'on appelle en général Voice of Customers, et qu'il faut aller collecter directement auprès de son objet d'étude, à savoir sa clientèle. Et là, je parle de clientèle au sens large, en incluant les décideurs, les payeurs, les influenceurs, et évidemment, les utilisateurs finaux. Aujourd'hui, nous allons spécifiquement voir les méthodologies d'études pour les données primaires, car je pense que vous êtes déjà au point pour taper Market Data dans Google. Donc, lorsque vous collectez des données primaires, vous pouvez le faire en utilisant deux sortes de méthodologies, les méthodes qualitatives et quantitatives. Les méthodes de recherche marketing qualitatives sont idéales pour comprendre ou explorer un marché, les attitudes des clients, pour définir les pratiques qui existent. Par exemple, quelles sont les différentes utilisations qui sont faites aujourd'hui avec un smartphone? Certains consommateurs ne feront que téléphoner, alors que d'autres vont l'utiliser pour faire de la photo, pour regarder des vidéos. Certains ont des centaines d'applications différentes sur leur iPhone pour tout et n'importe quoi, alors que d'autres n'en auront aucune. Les méthodologies d'études qualitatives vont ainsi permettre de définir et comprendre ces différentes pratiques. En résumé, les méthodes qualitatives, elles répondent aux questions du type « Pourquoi » Pourquoi mon client achèterait mon produit? Pourquoi mes clients sont-ils différents? Pourquoi l'industrie pharmaceutique ne développe-t-elle pas des médicaments contre la maladie orpheline un tel? Les questions qui commencent par « Comment » ou par « Qui » sont aussi répondues en utilisant des méthodologies d'études marketing.
qualitative. Ensuite se pose en général la question, une fois qu'on a bien compris le pourquoi, la question qui vient c'est combien. Finalement, combien de clients sont intéressés par une offre de vente de Tupperware à domicile? Combien de parents sont prêts à dépenser de l'argent pour des compléments alimentaires qui favorisent la concentration chez leurs enfants? Combien d'argent je vais gagner? Ici, ce sont les méthodologies d'études quantitatives qui vont permettre d'aller chercher les informations. Et ces informations permettront au final de mesurer, de chiffrer un intérêt, de chiffrer la force d'un message publicitaire par rapport à un autre, de mesurer les préférences politiques d'un groupe de citoyens par rapport à un autre, par exemple. Et donc, nous allons maintenant voir les différentes méthodologies d'études qualitatives qui existent et je discuterai ensuite des méthodologies quantitatives. Donc, la première méthodologie d'études quali avec laquelle beaucoup d'entre vous sont familiers, c'est l'entretien en profondeur ou l'in-depth interview. Cette méthodologie implique une discussion d'environ 45 minutes à 1 heure entre un répondant et un intervieweur qui est une personne formée à ce type de discussion et qui connaît bien les sujets abordés. L'intervieweur utilise en général un guide d'entretien constitué de questions ouvertes pour faciliter l'échange et les entretiens peuvent être faits en face à face ou au téléphone. Les deux solutions ont des avantages et des inconvénients. Le face à face permet évidemment de capturer de l'information non verbale, alors que les entretiens téléphoniques vont permettre d'avoir une répartition géographique bien plus large et à moindre coût. L'entretien approfondi peut varier dans sa durée, mais également dans les techniques de modération, qui peuvent être soit utilisant des questionnaires très cadrés avec des réponses fermées, ou alors une discussion libre de type brainstorming. Évidemment, on peut avoir un mix des deux. Le travail du consultant, c'est évidemment d'aller creuser avec le répondant pour dénicher l'information essentielle au projet. Donc certaines informations sont simples d'accès et il suffit d'utiliser le mode déclaratif pour les obtenir. On demande alors au répondant de simplement répondre pour son propre cas particulier. Par contre, d'autres informations sont plus complexes, voire cachées, et il faut alors passer par un mode projectif pour les obtenir. On demande alors au répondant de se mettre dans la peau d'un confrère et de répondre de ce point de vue. Le meilleur exemple de méthodologie projective qui existe provient de Nescafé, qui en 1950 ne comprenait pas pourquoi les consommateurs n'achetaient pas le café instantané. Qu'est-ce qui ne déplaisait pas dans ce café instantané? Alors que toutes les études déclaratives qui avaient été réalisées donnaient plutôt des résultats satisfaisants. Donc une approche projective a été mise en place où on présentait à des ménagères de moins de 50 ans 2 listes de courses en tout point identiques, sauf que l'une comportait du café instantané Nescafé et que l'autre comportait du café traditionnel de type Maxwell House. Chaque répondant n'était exposé qu'à une seule liste et ignorait complètement l'autre liste. La consigne qui leur était donnée était de lire la liste de courses et ensuite d'essayer de se projeter autant que possible dans la situation jusqu'à ce qu'il soit possible de caractériser plus ou moins la personne qui a acheté ces produits d'épicerie. En fait, les descriptions obtenues différaient grandement entre la liste de courses Nescafé et la liste de courses Maxwell, à savoir que pour la liste avec le Nescafé, les personnes qui achetaient cette liste de courses étaient jugées plutôt de manière négative. L'acheteuse était décrite comme paresseuse, qui ne savait pas très bien planifier ses achats, qui n'était pas une bonne épouse, alors qu'au contraire, l'acheteuse de café traditionnel, elle, apparaissait beaucoup plus comme une bonne épouse, comme quelqu'un d'économe. Donc ce type de méthode projective peut être facilement transposée en médecine, par exemple, où on peut présenter 2 ordonnances différentes à des médecins afin de comprendre quels sont les facteurs qui vont influencer la prescription. L'autre grande méthode de recherche qualitative, ce sont les groupes de discussion, qui permettent en général de faire ressortir des éléments de consensus au sein d'un groupe d'utilisateurs ou de décideurs. Dans cette méthode, 6 à 8 participants sont invités dans une salle dédiée avec une glace sans teint à débattre pendant environ 2 heures autour d'un projet ou d'un produit. La session, elle est évidemment modérée par un consultant qui utilise là encore un guide de modération. Ce type de méthodologie est très adapté pour avoir un retour client direct sur un prototype, par exemple, car les répondants peuvent le manipuler ou toucher le produit.
On peut aussi faire des mini-groupes de 3 ou 4 répondants. Et de plus en plus, nous, à The Marketech Group, nous réalisons des groupes virtuels où les répondants sont réunis sur une plateforme de type GoToMeeting ou GoToWebinar, comme par exemple. Et comme pour les entretiens approfondis, certaines informations peuvent être plus difficiles à obtenir que d'autres. Il est ainsi possible de mettre en place des sessions de groupe où l'on va demander aux participants de prendre le rôle d'un confrère ou d'un supérieur hiérarchique ou d'un corps de métier différent. Ce sont typiquement des jeux de rôle, comme par exemple le jeu du tribunal, qui est l'une des méthodes que nous utilisons régulièrement. Une autre méthode pour obtenir de l'information cachée, via donc une méthode projective, consiste à mettre en présence dans une même salle des pros et des antis, afin d'observer quels sont les arguments que les uns et les autres vont s'opposer, et aussi comment ces derniers vont y répondre. C'est ce qu'on appelle des fight groups, que l'on peut utiliser par exemple pour demander à des parents de discuter de la mise en place de la semaine de 4 jours et demi à l'école. On met des parents qui sont pour, des parents qui sont contre, et on observe comment est-ce qu'ils vont interagir. Enfin, la dernière grande méthode de recherche qualitative, c'est l'observation, tout simplement. Cette méthode, elle est idéale pour comprendre un processus qui est mis en place par un client ou un commerçant pour acheter ou vendre un produit. Par exemple, le consultant peut suivre une personne qui fait ses courses dans un grand magasin pour définir son parcours et aussi observer la façon dont elle achète tel ou tel produit. Est-ce qu'il y a des produits qui sont achetés de façon automatique et est-ce qu'il y a d'autres produits où là, le consommateur a une réflexion bien précise. Ce type de méthode convient aussi pour définir les différentes stratégies d'un pharmacien pour présenter à un malade une alternative générique à un produit Princeps, par exemple. On voit comment est-ce que le pharmacien va réaliser cette présentation et comment il va réagir en fonction de la réponse du patient. Donc globalement, pour résumer, les méthodologies d'études qualitatives permettent de comprendre, d'explorer, d'expliquer pourquoi un client agit de telle ou telle sorte. Par contre, seules les méthodologies d'études quantitatives vont permettre de dire combien de clients se trouvent dans telle ou telle catégorie. Le principe des méthodologies quantitatives, c'est ainsi d'aller interroger une population suffisamment importante d'un segment donné pour obtenir une information statistiquement fiable. Toute la difficulté étant d'interroger les bonnes personnes qui vont appartenir au bon segment afin de créer un échantillon représentatif qui pourra alors être extrapolé à la population totale. Et donc pour définir ces répondants, les identifier facilement et certainement, on utilise ce que l'on appelle des critères de qualification qui vont éliminer les mauvais répondants. Ces critères de qualification peuvent par exemple être l'âge, le sexe, la profession, si la personne a déjà acheté ou non une paire de chaussures pour la course à pied, si la personne possède une Twingo. Ces questions permettent de cibler les personnes pertinentes à interroger. Puisqu'en effet, il n'y a aucun intérêt à demander la préférence d'une couleur de Twingo à quelqu'un qui n'achète que des Porsche. Ensuite, une fois que l'on a identifié le groupe de répondants pertinents pour notre projet, on va aller collecter ces données quantitatives. Et ça, on peut le faire de deux façons différentes. Soit le répondant est accompagné par un consultant, soit le répondant remplit seul le questionnaire. Dans les deux cas, les questions sont posées de manière fermée, avec des réponses multiples et prédéfinies, que ce soit en valeur, on peut mettre un nombre ou un texte à entrer, ou en choix. On peut faire un choix unique, un choix multiple, un top 3, des choses comme ça. Et ces questions fermées, elles sont obligatoires pour pouvoir ensuite faire des statistiques sur les données que l'on collecte. La conception des questionnaires n'est donc pas si simple que cela peut paraître, surtout lorsque certaines questions ne sont posées qu'à certains répondants en fonction des réponses précédentes. Le mode de collecte, lui, peut être sur papier. Par exemple, la ville de Nantes a l'année dernière envoyé un questionnaire papier à toutes les familles d'enfants scolarisés dans le public pour connaître l'impact de la réforme des 4 jours et demi sur la fréquentation de l'accueil périscolaire. Cependant, ce qu'on observe de plus en plus, c'est une collecte des données directement de manière informatique, soit par le répondant lui-même, soit par le consultant qui accompagne le répondant, et sur des supports aussi variés que les PC, les tablettes, même les smartphones. Et en fonction du type de support pour la collecte et de l'accompagnement ou non du répondant, vous avez une multitude d'acronymes qui décrivent ces méthodologies. SAPI, TAPI, PAPI, WAPI, CASI, CAWI.
Globalement, sachez que le PI signifie Personal Interview et pour les méthodologies où un consultant accompagne le répondant, alors que le SI correspond à Self-Interviewing, où là, le répondant remplit lui-même le questionnaire. Ces méthodologies d'études quantitatives, elles vont premièrement nous permettre de pouvoir apporter des statistiques descriptives sur un marché, comme par exemple un nombre d'actions réalisées par mois ou par semaine, que ce soit un nombre de patients qui vont souffrir d'une certaine maladie, par exemple combien de patients souffrant de BPCO sont suivis par un pneumologue tous les mois, ou combien de stimulateurs cardiaques sont implantés par les chirurgiens par année, ou combien de paquets de cigarettes sont achetés par un fumeur par semaine. Donc ce peut être aussi la répartition par marque pour un produit donné. Si on considère 100 voitures inférieures à 5 chevaux qui sont achetées aujourd'hui sur le marché, combien sont de la marque Peugeot ou de la marque Citroën? Pour 100 personnes de plus de 65 ans, combien sont vaccinées et avec quel type de vaccin? Est-ce que c'est AstraZeneca par exemple? On peut ainsi décrire des volumes d'affaires, des intentions d'achat à court ou à moyen terme. Tous ces chiffres vont vraiment permettre de décrire l'état d'un marché, son environnement et sa dynamique. Ensuite, les études quantitatives, elles permettent évidemment de faire ce que l'on appelle de l'analyse de prix. Il existe plusieurs méthodes pour déterminer le juste prix d'un produit ou d'un service. On peut notamment citer l'approche directe. Si je vous présente un produit, je peux vous demander combien seriez-vous prêt à payer pour ce produit. Donc cette méthode est la plus simple, mais aussi la moins fiable. Et elle ne doit pas être utilisée en quantitatif. Et on peut cependant obtenir des éléments directionnels en posant cette question lors d'entretiens qualitatifs, par exemple. La deuxième grande méthode d'analyse de prix, c'est l'approche monadique qui demande « Achèteriez-vous ce produit à tel prix ?» C'est une méthode qui est très fiable, mais qui requiert un échantillon très large, puisque chaque répondant n'est exposé qu'à un seul prix. Une variante de cette approche monadique, c'est l'approche en cascade, où en fonction de la première réponse du répondant, un second prix plus ou moins élevé peut lui être proposé. Cela permet de diminuer la taille de l'échantillon. Par contre, le risque, c'est de voir le répondant rentrer dans un jeu de négociation. Ensuite, la mesure de sensibilité au prix, qui est la méthode Van Westendorp, où là, le répondant donne sa perception du prix pour 4 points différents. Quel est le prix pour lequel vous considérez le produit ou le service si faible que vous mettez en doute la qualité du produit et donc vous ne l'achetez pas. Ça, c'est le premier prix. Le deuxième, ça va être quel est le prix bonne affaire. Le troisième, quel est le prix un peu cher, mais où vous continuez de considérer ce produit comme potentiellement achetable. Et enfin, quel est le prix trop cher au-delà duquel vous ne considérez pas l'achat du produit. Cette méthode a l'avantage de requérir peu de répondants. À partir de 20, on peut commencer à faire des statistiques pour avoir une fourchette de prix qui est relativement fiable. Par contre, on ne renseigne pas sur l'intention d'achat, mais simplement la perception du prix. Pour avoir l'intention d'achat, on peut apporter des modifications à cette méthode. Et enfin, la dernière méthode d'analyse de prix, c'est l'approche conjointe, qui permet d'étudier le prix en fonction d'autres attributs produits. Donc les études quantitatives de type conjointe, elles peuvent s'intéresser à mesurer la préférence d'un client pour différents attributs d'un produit donné, dont le prix. Le principe de ces études est de diviser un produit en termes d'attributs et d'étudier le poids de chaque attribut dans la préférence d'achat. Donc pour faire cela, on va présenter à un répondant 3 produits différents et le répondant devra choisir celui qu'il préfère. Si on prend l'exemple des chaussures de course, on peut étudier différents attributs comme la couleur de la chaussure, le mode d'attache, par scratch, par lacet, le poids de la chaussure, son utilisation, est-ce que c'est pour courir dans des chemins forestiers, est-ce que c'est pour faire de la route ou de la piste, et bien sûr la marque et le prix de la chaussure. Donc chaque attribut possède différents niveaux. On peut avoir une couleur rose flashy, bleu sombre ou vert pomme, et en fonction des attributs et de leurs différents niveaux, on va être capable de générer des produits qui n'existent pas forcément, mais qui vont être une couleur rouge flashy pour de la piste à 135 € et de la marque Intel. Alors, ce qu'il est important de savoir, c'est que les attributs étudiés doivent être orthogonaux, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être fonction l'un de l'autre. Par exemple, le poids de la chaussure est aussi fonction de la pointure. Plus une chaussure est grande, plus elle va peser lourd. Et donc on ne peut pas
dans une étude conjointe, à la fois étudier le poids et la pointure de la chaussure. Globalement, ces études conjointes permettent de définir le produit qui satisfera le plus un segment de marché donné, et on pourra ainsi associer les résultats de cette étude conjointe ensuite à un simulateur de préférence pour observer quel est l'impact de tel ou tel attribut sur la préférence d'achat. Et voir à partir de quel prix est-ce que le consommateur va plutôt s'orienter sur une chaussure rose flashy, alors qu'au départ il préfère la couleur verte. Voilà un petit peu les études conjointes. Alors pour terminer ce webinaire, il est évident que pour une étude de marché, il est tout à fait possible de combiner différentes méthodologies, que ce soit qualitatives ou quantitatives, afin de répondre aux différents objectifs de votre projet d'étude marketing. Il est aussi nécessaire de ne pas s'appuyer uniquement sur les données secondaires, mais prendre en compte l'avis de vos futurs clients, c'est-à-dire capter le voice of customers et avoir des données primaires. Enfin, ce qui est important de retenir, c'est qu'en général, avant de répondre à une question de type combien d'argent est-ce que je vais gagner, et donc d'utiliser des méthodologies d'études quantitatives, la phase d'exploration et compréhension qualitative, elle est absolument déterminante. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que cette vue d'ensemble des méthodologies d'études marketing vous a apporté quelques idées. Il est évident que je n'ai pas pu développer chaque méthode, mais je reste à disposition si vous souhaitez aller plus loin dans la théorie pour une méthode ou une autre, ou si vous souhaitez voir un webinaire futur se consacrer par exemple à l'analyse de prix avec la méthode Van Westendorp. Donc aussi, n'hésitez pas à me contacter directement par email ou par téléphone. Sachez enfin qu'un enregistrement du webinaire sera disponible sur la plateforme YouTube et SlideShare si vous souhaitez le revoir ou partager cette session avec votre entourage professionnel. La prochaine fois, nous verrons les différentes phases qui sont réalisées lors d'une étude marketing et le dernier webinaire mettra en forme ces trois premières sessions en vous présentant une étude de cas concrète. Merci à tous et à très bientôt.